Il y a eu un clivage très très fort lorsque la justice a été introduite dans le temps même de la guerre, donc dans les années 90, et ce clivage d'une certaine manière perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'une certaine manière les médiateurs qui disent que il faut d'abord que la paix survienne pour que la justice puisse ensuite s'exercer. Parce qu'avec qui peut-on faire la paix si ce n'est qu'avec des leaders, y compris s'ils ont du sang sur les mains? À quoi répondent les procureurs et les juges qui disent exactement l'opposé? Ils disent non, pas du tout, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Donc la justice est une condition à la paix et non pas l'opposé. D'un côté, il y a les adeptes de la réelle politique et de l'autre côté, il y a plutôt ceux qui se reconnaissent dans la volonté de démocratiser les sociétés. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que cette opposition, ce clivage fondamental, cette tension très très forte aujourd'hui, devrait être réexaminée à la lumière d'autres instruments qui permettent de l'assouplir. Non pas que la tension va disparaître comme par enchantement, il n'y a pas de baguette magique pour résoudre à la fois la recherche de la paix et de la justice, mais qu'on peut introduire d'autres instruments tels que des mécanismes de réparation, des mécanismes qui soulagent les victimes en leur donnant quand même un certain nombre d'accès à la vérité, accès par exemple aussi à savoir exactement ce qui s'est passé sur leurs proches, à pouvoir marginaliser les criminels de guerre, etc., etc. Donc il y a des manières aujourd'hui d'essayer de conjuguer d'une certaine manière la recherche de la paix et la recherche de la justice. Différentes études ont montré que seulement 1% des criminels de guerre aujourd'hui sont poursuivis par la justice internationale ou par les tribunaux hybrides, donc semi-internationaux, voire par des tribunaux nationaux. Donc c'est un chiffre très très faible. À partir de là, la question qui se pose, c'est comment reconstruire des sociétés qui ont été divisées par la guerre civile ou qui ont été victimes de répression par des organes de sécurité. C'est une question évidemment clé parce que sans unité nationale, le pays ne peut pas se reconstruire. Et on voit d'un côté l'importance de la justice internationale, mais on voit effectivement ses limites. Alors face à ces limites-là, il me semble important de souligner qu'il existe d'autres instruments de justice qui ne sont pas forcément pénaux. Alors par exemple, le droit à la vérité, que ce soit via l'ouverture des archives nationales sur les périodes de répression, que ce soit la mise en place de commissions vérité et réconciliation, que ce soit la manière de procéder à des exhumations des fosses communes qui permet de soulager très rapidement des familles des victimes qui n'ont pas le lieu où se recueillir, que ce soit la réécriture des livres d'histoire, que ce soit encore des processus de marginalisation par des procédures administratives des agents de la répression. Donc, si vous voulez, si la voie des procès est bloquée, ou même si elle est très très limitée, pour ne pas que les victimes ne tombent dans une sorte de frustration ainsi que la société, il y a d'autres chemins qui sont possibles. Malheureusement, ils sont encore rarement utilisés ou pas de manière très, très coordonnée. Or, ce qu'il me semble-t-il, il y a là un ensemble de mécanismes de vérité, de justice, de réparation qui devraient être plus activés, que ce soit de manière nationale ou aussi par le biais international. Ce livre est décomposé en deux parties. La première partie est une analyse du mode de fonctionnement de la justice internationale. J'essaie de montrer comment les règles ont évolué ces dernières années. La justice internationale, en fait, elle existe uniquement depuis 1993. Elle est très jeune, elle a beaucoup balbutié, elle est encore très embryonnaire, et ces règles, pourtant, ont beaucoup évolué. Alors la première partie du livre montre à la fois comment les règles de la justice ont évolué et comment aussi la pensée pour reconstruire des sociétés, les processus de paix ont évolué ces dernières années. Et la deuxième partie est consacrée à une dizaine d'exemples où je montre comment dans la réalité politique et sociale d'une dizaine de conflits, la justice internationale est intervenue et quels effets elle a eu. Lorsque j'écoute un certain nombre de personnes, on a l'impression que la paix est un processus facile à accomplir, qu'il y a des outils à disposition et qu'on a une caisse à outils et qu'on peut rapidement
l'effectuer. Je crois que c'est extraordinairement difficile parce que il y a des blessures au sein des sociétés qui sont très profondes, il y a des actes irréparables qui ont été commis. Donc les processus de paix sont des processus difficiles, chaotiques, lents. Il faut en quelque sorte que la société arrive à se refonder elle-même, qu'il y ait une nouvelle communauté politique qui arrive à émerger au sortir d'une guerre civile. Et donc, d'une certaine manière, mais d'une manière très humble, il y a effectivement quelques instruments qui peuvent aider, de type de la justice, de type de reconnaissance des crimes qui ont été commis, d'historisation des phénomènes de paix, de réparation, mais ce sont des processus lents, des processus limités, mais derrière ça, il faut encore une volonté politique des principaux acteurs, des acteurs à la fois locaux, régionaux et internationaux. Donc c'est des processus lents. On s'est aperçu que les 3/4 des accords de paix échouaient dans les 5 ou 10 ans après leur conclusion, ce qui veut dire que pour qu'une paix soit solide et durable, il faut qu'il y ait des éléments de justice qui puissent intervenir, mais de justice au sens large. Encore une fois, si les procès ne sont pas possibles ou limités parce que les conditions politiques ne le permettent pas, il y a d'autres voies qui sont possibles, qui puissent permettre de donner une satisfaction minimale aux victimes qui sont souvent dans le dénuement, dans la solitude et qui vivent dans un isolement très grand. Et donc, pour elles, pour la société, il est important d'envoyer des signaux qui permettent de marginaliser ceux qui ont été les agents de la répression et qui permettent de construire progressivement une société un peu moins injuste et un peu moins tragique.